manière générale, sur l'essentiel, la majorité des sujets, on arrive par décider au consensus. Parfois, sur certains sujets, ça prend un peu plus de temps, parce qu'il faut négocier, il faut trouver des compromis, il faut accepter la nécessité de donner du temps à certains pays pour rejoindre une position. Parfois, les blocages peuvent être plus compliqués, et dans ce cas, c'est vrai qu'il y a un rôle très important joué par le président du Conseil européen, qui est en quelque sorte, dans ces moments-là, une espèce de super médiateur, de super conciliateur, qui doit avoir la créativité pour proposer des solutions afin de permettre de débloquer un certain nombre de situations lorsque c'est nécessaire. Ça, c'est vraiment formidable. C'est aussi ADN de l'Union européenne, mais aussi c'est la vocation du président du Conseil. Vous êtes l'ancien Premier ministre de la Belgique. La Belgique aussi, par vocation, c'est un pays qui a le pouvoir, la capacité de parler à tout le monde. Donc vous êtes, comme diplomate par excellence. Combien de staff travaillait pour vous, si ce n'est pas un secret? Parce que vous avez une tâche immense. Tout à fait. Il y a deux niveaux d'équipe autour de moi quand j'étais président du Conseil européen. D'une part, il y a ce que je dirais l'équipe rapprochée, le cabinet des conseillers politiques extrêmement proches. Et j'avais une trentaine de conseillers spécialisés dans les différents sujets, les différents domaines, beaucoup de diplomates, des experts sur les différents sujets industriels, sur les différents sujets économiques. Ça, c'est un premier élément. Et puis, j'avais une équipe encore plus large qui s'appelle Secrétariat général du Conseil. Là, ce sont une équipe de fonctionnaires permanents qui sont composés d'autour de 3000 personnes au total. Et ces 3000 personnes viennent en appui non seulement du Conseil européen, mais également de l'ensemble des réunions des ministres du Conseil de l'Union. Donc travaille pour tout le monde. Voilà. Alors, ce secrétariat général du Conseil est organisé avec plusieurs directions, plusieurs branches. Je donne quelques exemples. Il y a un service juridique. C'est très important parce que l'Union européenne est un projet fondé sur l'état de droit. L'idée que l'on élabore des règles de droit ensemble et que l'on essaie d'avoir la même interprétation de ces règles de droit. Donc, le service juridique du Conseil est extrêmement important puisque c'est un service qui nous aide à prendre des décisions qui soient correctes au regard des règles de droit européennes et au regard des traités européens. C'est un premier élément. Il y a un service de la communication qui doit nous aider à communiquer les décisions qui sont prises, à faire preuve de transparence face aux citoyens européens qui souhaitent savoir de quelle manière les décisions qui vont les concerner sont prises. Il y a un service du protocole qui est important. Pourquoi? Parce que le service du protocole vous recevez les chefs d'État dans le monde entier. Bien sûr, et organise les relations fluides et respectueuses en respectant les coutumes, les pratiques internationales en matière de protocole, à la fois dans les interactions en interne sur le plan européen, mais aussi avec les autres chefs d'État, chefs de gouvernement en dehors de l'Union européenne. Par exemple, le Conseil européen, je vous disais, est en charge des relations internationales. Ça veut dire qu'il y a régulièrement des sommets internationaux qui réunissent les 27 chefs d'État et de gouvernement européens avec d'autres régions du monde, avec par exemple les pays africains, avec par exemple les pays de l'ASEAN. Il y a aussi un certain nombre de sommets qui ont lieu, qui ne rassemblent pas les 27 chefs d'État européens, mais qui rassemblent la présidence de la Commission européenne et le président du Conseil, tous les deux représentant l'Union européenne dans ces sommets internationaux, comme ça a été le cas au mois de juillet avec la Chine, par exemple, comme c'est le cas avec des pays comme le Canada, comme l'Afrique du Sud, comme l'Inde, avec un certain nombre de pays dans le monde. On a à rythme régulier des sommets bilatéraux qui sont l'occasion de revisiter l'état des relations bilatérales et de donner un nouvel élan, plus ou moins ambitieux, selon les circonstances, entre l'Union européenne et le pays avec lequel nous avons cette interaction dans des sommets bilatéraux. D'accord. Nous parlons toujours le protocole. Nous savons très bien que l'Union est gérée par le Conseil européen, la Commission européenne et le Parlement. Quelle est la relation entre les trois? Nous savons tous que vous êtes élus en collège par 27 chefs d'État, chefs du gouvernement. Donc incarner le plus sommet politique de l'Union. Dans le jargon populaire, vous êtes le président de l'Europe. Hein, et la présidente, maintenant c'est la présidente Mme van der Leyen, elle est nommée, proposée par vous, et puis approuvée par le Parlement. Donc cette équation, elle est assez compliquée pour nous, les grands publics en dehors de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Quelle est l'équation entre les trois? Je vais tenter de simplifier les choses en vous disant que ces institutions représentent différentes légitimités au sein de l'Union européenne. Si je prends le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne,
dans les deux cas, que ce soit au niveau des chefs d'État et des gouvernements ou au niveau des ministres, c'est l'instance qui représente les États membres et donc qui représente la légitimité nationale. Vous savez, il y a 27 gouvernements qui sont représentés au sein du Conseil et chacun est supposé représenter les intérêts légitimes de son pays, mais chacun doit aussi, pour permettre le compromis, avoir en tête l'intérêt européen. Et donc chacun doit représenter cet équilibre entre l'intérêt national et l'intérêt européen pour qu'on puisse prendre des décisions ensemble. Le Parlement européen est composé d'élus directs partout dans l'Union européenne. Il y a plus de 700 députés européens qui sont censés suffrage universel. Voilà, qui sont censés représenter les citoyens européens. Et donc, tous les 5 ans, il y a des élections, le même jour, partout en Europe, où chaque pays doit désigner ses représentants au Parlement européen. Et ça veut dire qu'il n'y a pas une seule circonscription européenne. Ça veut donc dire qu'un citoyen français ou danois ne peut pas voter pour un candidat belge au Parlement européen. C'est-à-dire que même au Parlement européen, il y a une représentation des citoyens européens, mais qui prend quand même aussi en compte cette dimension nationale, puisque les circonscriptions électorales sont soit nationales, soit même parfois régionales. Puis la Commission européenne est censée être la gardienne des traités. Et cette Commission européenne est composée de 27, en quelque sorte, ministres européens, pour dire les choses simplement, qui sont proposés par leurs gouvernements nationaux. Donc chaque gouvernement national, après les élections européennes, propose une ou plusieurs personnalités pour devenir membre de la Commission européenne. Et chaque pays a un seul représentant au sein de la Commission européenne. Il le propose d'abord à vous. Si vous l'accepteriez, vous proposez au Parlement. Chaque pays propose à la présidence de la Commission qui doit marquer une forme d'accord sur cette candidature, mais en plus, un soutien du Parlement pour chacun des candidats est nécessaire. Et donc chaque candidat pour devenir commissaire européen, membre de la Commission européenne, doit être auditionné par le Parlement européen et au terme des auditions, il est décidé si oui ou non il y a la confiance pour rejoindre la Commission européenne. Donc vous voyez que... Mais vous avez un regard, le droit de contrôle sur le composant de la Commission européenne. Parce que le président ou la présidente est nommé, proposé par vous. Mais la chronologie est telle qu'on commence par désigner le président ou la présidente de la Commission européenne. Une fois que cette présidence est proposée par le Conseil européen, cette présidence a une certaine flexibilité pour composer son équipe en interaction avec les États membres. Le vote du Parlement ensuite est nécessaire et le vote du Parlement portera alors sur l'ensemble de la composition de la Commission, les commissaires désignés, mais également la présidence de la... Donc c'est une démarche assez subtile qui montre bien cette interaction entre les différentes légitimités. Le Parlement européen qui représente le suffrage universel, les citoyens, les États membres qui représentent les gouvernements, et la Commission qui a une certaine indépendance, une certaine autonomie, qui doit prendre en considération les sensibilités du Parlement européen, qui doit prendre en considération les sensibilités des États membres et à travers le Conseil européen. Et puis quand elle est entrée en fonction de cette Commission européenne, qui a une certaine influence parce qu'elle est censée vérifier que les règles européennes sont bien respectées, mises en œuvre. C'est la fonction de gardienne des traités. Mais pour revenir sur le mode de décision, une fois que l'on a installé ces institutions européennes, une fois qu'on a donné, en respectant les procédures, la légitimité à ces institutions pour fonctionner, comment cela se passe-t-il ? Le Parlement et le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire les ministres européens, pas les chefs d'État. Le Parlement et le Conseil de l'Union européenne sont en réalité les deux chambres législatives de l'Union européenne. Ce sont les deux chambres qui sont amenées à voter les lois et les régulations européennes. Et la Commission européenne est la seule instance qui a le droit de proposer les textes réglementaires, les textes législatifs qui ensuite seront votés, délibérés par le Parlement et par le Conseil de l'Union européenne. Et le Conseil européen est une espèce d'instance avec une très grande autorité morale et politique, compte tenu de sa composition, qui donne des impulsions, qui donne des mandats, qui encourage le Conseil de l'Union ou la Commission à travailler sur certains sujets, à faire des propositions sur certains sujets. Mais c'est cette subtile interaction entre Parlement européen, Conseil de l'Union européenne et la Commission, qui est une organisation administrative, technique, qui est censée objectiver un certain nombre de sujets, qui fait fonctionner au quotidien l'Union européenne. Et je mesure bien que c'est compliqué, mais c'est une articulation qui est nécessaire pour avoir de l'adhésion de l'ensemble de la machine européenne. Bien sûr. Si on peut vulgariser un peu le thème, je suppose,
la Commission européenne, c'est un peu le gouvernement. Vous êtes plutôt la présidence, comme on dit dans une société économique, vous êtes le board, donc vous êtes actionnaire. Actionnaire, c'est 27 pays. Et donc la Commission qui est chargée de mise en œuvre, ce qui est proposé par le Conseil, aussi par le Parlement. Tout à fait. Vous savez, de formation, je suis avocat et je suis juriste spécialisé en droit constitutionnel au vu de mes expériences en Belgique. Donc les juristes n'aiment pas trop cette comparaison, mais c'est une bonne comparaison. Ouais, une comparaison qui dit les choses simplement. Il y a deux chambres législatives, le Parlement et le Conseil de l'Union européenne. La Commission est en quelque sorte le management avec un certain nombre de responsabilités en termes de respect des traités, et les États membres, quelque part, sont des actionnaires. Alors, ce n'est pas très populaire de dire ça, mais c'est peut-être la manière la plus simple d'expliquer le rôle des États membres et qui donc ont un vrai intérêt sincère au succès de l'Union européenne, puisque l'Union européenne n'existe pas sans l'implication des États membres. Merci beaucoup. Parlons toujours le protocole. Hein. Nous avons aussi un problème concernant le protocole, c'est-à-dire le président du Conseil européen est le chef d'État qui incarne la présidence européenne. Donc, tous les 6 mois, vous changez un pays qui est par rotation. La présidence du Conseil européen, il y a quelques mois, c'était la Pologne. Quel est le rôle, la différence entre le président du Conseil européen et le président en question? C'est très simple. C'est très simple. Lorsqu'un pays exerce la présidence tournante de l'Union européenne, en réalité, il exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne. Donc, il exerce la présidence au niveau des ministres. Mais le Conseil européen, c'est-à-dire la réunion des chefs d'État et de gouvernement, est toujours présidée par le président permanent du Conseil. Donc si par exemple la France a la présidence tournante de l'Union européenne, donc du Conseil de l'Union européenne, ça veut dire que s'il y a une réunion des ministres de l'Environnement, c'est le ministre français de l'Environnement qui présidera la réunion. S'il y a une réunion des ministres des Finances, le ministre français des Finances qui présidera pendant 6 mois les réunions sur ces thèmes-là. Par contre, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, au niveau du Conseil européen, c'est toujours le président permanent du Conseil européen qui préside la réunion, qui fixe l'agenda, qui prépare les travaux. Et ce n'est donc pas le président français qui préside le Conseil européen. Donc il n'existe pas. Sur la forme. Il existe et il a de l'influence, mais ce n'est pas lui qui est en charge de fixer l'agenda, de préparer les travaux et de présider la réunion. Parce qu'on a voulu précisément que cette instance supérieure qui est le Conseil européen jouisse d'une continuité dans ses travaux, avec un président du Conseil européen qui doit incarner cette continuité dans les travaux du Conseil européen, pour éviter que tous les 6 mois au Conseil européen, on ait le risque d'un président qui change et par conséquent d'une méthode de travail ou de priorité qui change. L'avantage d'avoir un président permanent du Conseil européen, c'est en lien avec le rôle d'orientation à long terme fixé par le Conseil européen, et donc c'est une façon de maintenir une cohérence, une consistance dans les travaux au sein du Conseil européen. D'accord, très bien. Merci. Vous avez incarné l'Europe pendant 5 ans, 2019 jusqu'à 2024. Vous êtes très populaire en Chine, en tout cas sur la scène mondiale. Vous avez traité les dossiers, tout à l'heure, vous venez de mentionner, comme le Covid, comme le Brexit, comme la guerre russo-ukrainienne. Avez-vous des cas ou des expériences assez marquantes personnellement pour vous, que vous pouvez nous faire partager pour faire connaître à nos grands publics? Non, beaucoup d'expériences marquantes. Par exemple, il en va au sein de l'Union européenne comme dans un pays, quelle que soit la taille du pays, les décisions financières, les décisions budgétaires sont toujours très importantes, puisque pour un pays, il s'agit de voir de quelle manière on prélève des revenus qui vont financer les actions collectives et les actions communes. Et donc, c'est typiquement un sujet où il peut y avoir des divergences de vues profondes. Peut-être qu'un pays va préférer que l'argent qui est utilisé par l'Union européenne soit davantage tourné vers les agriculteurs, ou vers le soutien aux industries, ou vers le soutien à la nécessité d'investir dans des infrastructures énergétiques. Donc, on dirait que vous êtes connu pour les réunions de marathon. C'est vrai. Toujours des nuits blanches. C'est vrai. Et donc, par exemple, lorsqu'on a dû négocier le dernier budget pluriannuel de l'Union européenne, c'était un sujet très difficile parce que ça portait sur des montants extrêmement importants, plus de 1 trillion d'euros mobilisés pour le budget européen. Et cette réunion était une négociation entre chefs d'État et chefs de gouvernement
au sein du Conseil européen qui a duré 4 jours et 4 nuits. D'accord. Et ça montre bien qu'il y a une vraie dynamique de négociation au sommet de l'Union européenne qui est tout à fait indispensable. Ça pour moi était un souvenir marquant parce que d'un côté, on sentait bien qu'il y avait cette volonté de trouver des compromis. Il y avait, et c'est normal, la nécessité pour les chefs d'État et de gouvernement, chacun, de défendre les intérêts plus directs de son pays. Et il est certain que pour tel pays, le fait d'augmenter ou pas les budgets dans le secteur industriel ou d'augmenter les budgets dans le secteur énergétique, ça fait un impact pour l'intérêt du pays à court ou à moyen terme. Donc c'était légitime que chaque chef d'État et de gouvernement se batte politiquement, se batte par la négociation, Oui. par l'argumentation, pour avoir un budget le plus possible en lien avec les intérêts de l'Union européenne, mais aussi avec les intérêts nationaux du pays en question. Un autre exemple, c'est certainement cette guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, qui est certainement un tournant pour l'histoire européenne, parce qu'à ce moment-là, les 27 chefs d'État et de gouvernement, au Conseil européen, je présidais cette réunion, immédiatement ont compris la gravité, pas seulement pour l'Europe, mais aussi pour le monde, en termes de sécurité globale, de cette guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine. Et ce sont les 27 chefs d'État qui ont fixé la stratégie européenne de soutien massif, large à l'Ukraine, soutien militaire, financier, politique, mais également la décision d'essayer de coaliser pour isoler la Russie et pour encourager le plus possible d'États dans le monde à soutenir la Charte des Nations Unies, à soutenir le droit international et à considérer qu'un pays, et a fortiori un pays membre du Conseil de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité, n'a pas le droit d'envahir un pays voisin de 40 millions d'habitants. Ouais.